vous laisse prendre place pour les personnes qui viennent d'arriver. Alors, bienvenue ce soir au Café des Sciences. Ce soir, la thématique, c'est l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur énergétique dont on entend souvent parler. Et ici, en Guyane, sur ce territoire vaste, avec des communes enclavées au riche potentiel d'énergie renouvelable, quel rôle peut avoir ce vecteur? À qui peut-il servir? Pourquoi? Est-il compliqué à mettre en œuvre, à utiliser? Comment le produire pour qu'il soit vert? Est-il adapté au territoire? Toutes ces questions, Monsieur Pierre Courtial est là ce soir pour y répondre. Donc il va y avoir une présentation de sa part et ensuite on aura un temps d'échange et de questions-réponses. Ce sera le moment de prendre la parole à votre tour. Et je vais vous présenter désormais Monsieur Courtial. Donc il a été pendant plus de 20 ans l'ingénieur énergie renouvelable de l'ADEME Guyane. Il est depuis 2 ans chargé de mission hydrogène outre-mer et Corse. Il aide les entreprises et les collectivités de ces territoires non interconnectés au réseau européen à monter des projets de production et d'utilisation de l'hydrogène financés par l'ADEME dans le cadre du plan hydrogène national. Voilà, je vais lui laisser la parole. Merci. Il vaut mieux applaudir à la fin, vous serez sûr si ça valait le coup ou pas. Donc nous sommes là pour parler d'hydrogène, qui est un sujet dont on parle beaucoup, mais sur lequel il peut y avoir à la fois des fantasmes, des inquiétudes, et voilà, l'enjeu c'est de partager ce que c'est, et comme on l'a dit, et à quoi ça peut servir, surtout pour la Guyane. Donc, qu'est-ce que c'est déjà que... Voilà, oui, ça marche. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? L'hydrogène, c'est le plus petit atome qui existe dans la nature. Il est donc le plus léger. Il est constitué juste d'un proton et d'un électron. Et c'est aussi le carburant des étoiles. Donc, c'est aussi l'atome le plus commun dans l'univers. On va le retrouver sur Terre... à la fois à l'état pur, mais bien plus souvent dans d'autres molécules, donc notamment des molécules dites carbonées, des chaînes carbonées. Donc là, c'est une molécule d'octane. Octane, ça veut dire 8, il y a 8 carbones et puis de l'hydrogène autour. Donc, dans toutes les molécules de la vie, dans toutes les énergies fossiles, bien sûr, sauf le nucléaire, on va retrouver l'hydrogène. On va le retrouver... c'est un élément essentiel dans les réactions chimiques de la photosynthèse, etc. Donc on va le retrouver bien sûr dans toute la vie, même si on se nourrit de carbone et d'hydrogène dans la vie. C'est un élément qui a été découvert au XVIe siècle et qui a été appelé hydrogène par Lavoisier en 1783 parce que c'est un gaz qui produit de l'eau, qui provient de l'eau, qui produit de l'eau quand on le brûle. Donc quand on le brûle entre l'hydrogène et l'oxygène, on fabrique de l'eau, ou quand on casse les molécules d'eau, on peut refabriquer de l'hydrogène. On va retrouver l'hydrogène dans de nombreuses réactions chimiques, et c'est un gaz qui a la particularité d'être très léger et très énergétique, et qu'on utilise donc depuis le XIXe siècle dans le secteur industriel. Alors, à quoi l'hydrogène est aujourd'hui utilisé? On a une consommation mondiale de 94 millions de tonnes par an, et c'est principalement pour de l'usage industriel et pas énergétique. Sur cet usage industriel, on a la moitié pour la synthèse de l'ammoniac, un gros tiers pour le raffinage et la désulfuration des hydrocarbures, et un peu plus de 10% pour la synthèse du méthanol. Le méthanol qui est l'alcool à brûler, pour simplifier. Dans les usages aussi historiques, l'hydrogène étant un gaz extrêmement léger, facile à produire, on l'a utilisé pour gonfler des dirigeables, jusqu'à ce qu'il y ait un fameux accident à New York, je crois que c'est à New York, il y a un dirigeable qui a brûlé, et donc là, on a arrêté de l'utiliser, maintenant on gonfle les dirigeables à l'hélium, mais qui est un gaz extrêmement rare, et donc très difficile à trouver, alors que l'hydrogène est très commun. L'hydrogène est aussi un carburant pour les fusées depuis quelques décennies, notamment du programme Ariane. Donc c'est le carburant, et donc dans une fusée Ariane, donc ça c'est les boosters, mais dans la fusée même, il y a des réservoirs
d'hydrogène et d'oxygène liquide, tous les deux, pour pouvoir pousser la fusée. Et il commence à y avoir des usages énergétiques. Alors si on regarde, ça c'est les consommations en France, donc on n'est pas aux 94 millions de tonnes, mais on est à 780 000 tonnes. Et donc, dans les usages que l'on a, on a une partie, la moitié de l'hydrogène utilisé dans l'industrie provient de l'industrie. C'est-à-dire que, et notamment dans l'industrie de la chimie, c'est-à-dire dans des réactions chimiques, l'hydrogène peut être nécessaire en entrée, mais peut être aussi un coproduit en sortie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des organisations de la chimie, avec des vallées de la chimie, des grandes zones où plusieurs entreprises sont connectées les unes aux autres, parce qu'elles s'échangent des produits chimiques entre elles, notamment de l'hydrogène. Donc, par rapport à cet hydrogène consommé par l'industrie, la moitié vient aussi de l'industrie. Et donc, là, on voit, en France, par rapport aux répartitions mondiales, à quoi sert l'ensemble de l'hydrogène. Donc, on est bien sur les 780, donc une partie vient aussi de cela, et notamment, la plus grande partie vient du raffinage des produits pétroliers. L'hydrogène, c'est un moyen de venir désoxyder des molécules, des éléments, et donc notamment d'aller pouvoir capturer le soufre. Et pour désoufrer les carburants, eh bien, on utilise à ce moment-là l'hydrogène. Un autre très gros usage de l'hydrogène, c'est la production d'ammoniac. Cette production d'ammoniac qu'on va retrouver dans de nombreux produits après, et notamment dans les engrais azotés. Et donc, une bonne partie de la production d'hydrogène sert à produire de l'ammoniac et des engrais. Il peut y avoir aussi des usages à venir. Pour le moment, on n'utilise pas trop d'hydrogène, on utilise du coke quand on doit réduire des minerais. C'est-à-dire quand vous récupérez du minerai de fer, le minerai de fer, en fait, c'est du fer qui est oxydé. Donc il faut retirer l'oxygène du fer, et pour ça, il faut qu'il y ait une réaction chimique où il y a un autre élément qui va venir, je pourrais dire, brûler cet oxygène du fer. Jusqu'à présent, on utilise du charbon. Dans l'idée de décarboner ces usages à terme, on pourrait utiliser de l'hydrogène. Donc, il pourrait y avoir des usages de l'hydrogène à venir aussi dans les aciéries. C'est une des questions que se posent les collègues de Nouvelle-Calédonie sur leur mine, par exemple. Alors, donc c'est... Hop, si c'est bon. Alors, comment on peut produire de l'hydrogène? On a 96%, je vais commencer par le bas, de l'hydrogène, et plutôt 99% dans le monde, là c'est les données françaises, qui est ce qu'on appelle de l'hydrogène gris. Et cet hydrogène gris est produit principalement par du vaporeformage de gaz. Alors le vaporeformage de gaz, c'est la technique qui est utilisée aussi au centre spatial. Où là, c'est pas du gaz qui vaporeforme, c'est du méthanol, mais entre du méthane et du méthanol, c'est quasiment la même bête. En fait, on fait réagir à haute température du gaz naturel, du méthane, avec de l'eau, de la vapeur d'eau, et il y a des réactions chimiques qui se font où en fait, on va se retrouver d'un côté avec du CO2 et de l'autre côté avec de l'hydrogène. On a du CH4 et du H2O, et on arrive à séparer les molécules, et on récupère d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté du CO2. Donc on émet du CO2. Alors, bien évidemment, ce CO2 pourrait être stocké. Pour le moment, il n'est pas. Et puis, ce qu'on disait, voilà, c'est de l'hydrogène coproduit, c'est issu des procédés de production du chlore et de la soude. Ben oui, quand on travaille la chimie du chlore et de la soude, on a de l'hydrogène qui circule. Je rappelais que la javel, c'est HCl, hein, c'est du chlore et de l'hydrogène. C'est assez basique. Par contre, pour produire de l'hydrogène renouvelable, et donc ça c'est, je dirais, nouveau, sachant qu'on savait faire depuis bien longtemps de l'hydrogène comme ça, mais ça c'était plus coûteux. On voit les différences de coûts, donc ça a été passablement abandonné. Donc là, l'enjeu, c'est de relancer ça maintenant. C'est de produire l'hydrogène par électrolyse. Donc ça consiste à prendre de l'électricité et à faire passer cette électricité dans de l'eau et casser les molécules d'eau. Et donc d'un côté, sur l'électrode, on va voir plus loin, on récupère de l'oxygène et de l'autre côté, de l'hydrogène. Donc c'est la méthode la plus commune. Il y en a d'autres. Et bien évidemment, pour que ce soit vert, il faut que l'électricité soit verte. C'est-à-dire que si vous prenez l'électricité pas verte, l'hydrogène n'est pas vert.
Et après, il peut y avoir de l'hydrogène dit bas carbone quand on utilise un réseau électrique qui n'est pas vert, mais qui est décarboné. Bien évidemment, la France pense à ses centrales nucléaires, en disant cela, sur l'électricité, sur l'hydrogène bas carbone, ou ça peut être effectivement du vaporeformage, comme je le disais, avec un captage et un stockage du CO2, où on va, du coup, verdir l'hydrogène en stockant le carbone. Alors, là-dessus, la France s'est dotée il y a quelques années d'une stratégie hydrogène avec l'enjeu de développer une filière hydrogène française, tout comme elle s'était dotée d'une stratégie photovoltaïque il y a bien des années. Voilà, et là, l'enjeu, c'est effectivement de mettre pas mal d'argent pour pousser une filière industrielle française, avec des enjeux. Donc, on voit les répartitions financières sur la période 2020-2023. Je n'ai pas les nouveaux chiffres jusqu'à 2030. Donc, plus de la moitié, c'est pour décarboner l'industrie. Ça, c'est le premier enjeu, puisque c'est aujourd'hui l'industrie qui représente. C'est un enjeu carbone assez facile à capter et qui est quand même très important. Le deuxième enjeu, c'est de développer des nouveaux usages qui sont des usages de mobilité, donc des usages cette fois-ci énergétiques, qui sont ceux qui vont nous intéresser en Guyane. Et puis, bien évidemment, pour accompagner tout ça, il y a un soutien à la recherche, à l'innovation, etc. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir créer des entreprises françaises qui vont pouvoir se développer, fabriquer des composants de la chaîne hydrogène. Donc, un objectif de 6,5 gigawatts d'électrolyse, donc c'est quand même des puissances importantes, de puissance pour produire de l'hydrogène avec de l'électricité, éviter 6 millions de tonnes de CO2 et de générer environ entre 50 et 150 000 emplois. Donc pour ça, il a été confié entre autres à l'ADEME la mission de créer ce qu'on appelle des écosystèmes territoriaux hydrogène qui peuvent rassembler différents usages ou pas avec une production d'hydrogène. Alors, dans cette stratégie, l'enjeu pour l'ADEME et l'enjeu de la France à la base, c'est de produire de l'hydrogène décarboné. Donc décarboné, c'est la vision française dans laquelle il y a du vert et du nucléaire. Bien évidemment, en Outre-mer, il n'y a pas de nucléaire, donc on n'est que sur du vert. Et dans des approches sans regret, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller pousser des usages qui nous paraissent peu pertinents pour l'hydrogène. Alors, on ne part pas de tous azimuts, on part sur des usages jugés prioritaires. Donc les deux axes prioritaires, c'est la décarbonation de l'industrie et la mobilité lourde. Donc la seule industrie pour le moins décarbonée chez nous, c'est le centre spatial qui est à classer entre l'industrie et la mobilité, puisque la fusée est classée activité de transport. On considère que c'est du transport de marchandises. Un peu cher au kilo, mais c'est du transport de marchandises. Et donc, l'enjeu, c'est de produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Comme je vous le disais, on a 2 électrodes dans de l'eau et on produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Typiquement, l'oxygène, on la rejette à l'atmosphère. On va récupérer après, bien sûr, l'oxygène de l'air dans les réactions qui vont suivre. On stocke l'hydrogène et après, on l'utilise dans une station-service qui va alimenter divers véhicules, dans de l'industrie ou dans des usages dits stationnaires. Donc, on va détailler après. Les stationnaires, c'est des usages qui ne bougent pas, contrairement à un usage mobile, donc équivalent à l'électrogène, par exemple. Alors, sur l'électrolyse, c'est assez simple. On fait passer du courant continu, typiquement vers 2 volts. On commence à séparer les molécules d'eau, et donc il y a une cathode et une anode, et puis, et bien, du coup, on fait d'un côté, on va produire de l'hydrogène, de l'autre côté, de l'oxygène. Bien sûr, entre les deux, il faut qu'il y ait une membrane pour que tout ça ne se mélange pas. Donc, il y a 2 technologies principales. Il y a une entreprise française sur chacune des technologies. La technologie qui PEM, qui consiste à avoir une anode et une cathode et de l'eau, et on fait passer, et ce qui passe à travers la membrane, c'est des ions hydrogène. Et il y a une autre technologie qui est alcaline, sur laquelle on doit mettre un petit peu de produits chimiques, du KOH, et en fait, c'est des ions
OH moins qui passe de l'autre côté. Dans tous les cas, on sort de l'oxygène et de l'hydrogène à mesure de la quantité d'électricité. On a 55 à 60 kWh d'électricité pour produire 1 kg d'hydrogène. Donc ça paraît beaucoup pour 1 kg, mais 1 kg d'hydrogène est quand même très énergétique. Ce qui correspond à un rendement de 55 à 60%. Ça qu'on va quand même perdre pas mal d'énergie à faire ça. On utilise en matériaux des matériaux quand même assez précieux comme le platine et l'iridium, mais qui ne sont pas des terres rares, qui sont finalement moins tendues et qui sont assez facilement recyclables. Donc ça peut être aussi une solution concurrente aux batteries lithium, d'une certaine manière. Et par contre, il y a un enjeu critique dans les progrès technologiques et dans la manière de gérer les piles à combustible, c'est que eh bien, les cellules et les membranes s'abîment au fur et à mesure qu'elles sont utilisées. Donc il y a des enjeux de durée de vie, de taux de dégradation, etc. Donc il y a tout l'enjeu de recherche et de progrès, c'est aussi de progresser là-dessus. Et quand on a un projet hydrogène, il y a bien évidemment, il est prévu économiquement de renouveler ce qu'on appelle les stacks, c'est-à-dire les parties qui changent, notamment les membranes, en cours de vie du projet. Alors, d'autres manières de produire de l'hydrogène, qui sont plus au stade de recherche, donc plus ou moins abouties. Il y a la pyrogazéification. Donc la pyrogazéification, ça consiste à prendre de la biomasse solide, donc que tu vois, typiquement. Donc on considère que là c'est relativement mature, même si c'est vraiment les débuts de la maturité, pourrait-on dire. Et donc on a soutenu une entreprise dans le cadre du PIA, donc le PIA c'est le programme d'investissement d'avenir, c'est des fonds de recherche. Et dans l'appel à projet qui vient lancer de l'ADEME, le nouvel appel à projet national, la pyrogazéification est une solution possible, qu'on peut financer maintenant. Donc le principe de la pyrogazéification, c'est qu'on brûle du bois à haute température dans une atmosphère sous-oxygénée, en fait, pour produire une combustion incomplète. Donc c'est la même chose que la gazéification, c'est-à-dire les gazogènes qu'on pouvait avoir dans les années 40 en France pendant la guerre. Mon grand-père avait un camion qui tournait au gazogène. Sauf que là, on monte plus haut en température, c'est beaucoup plus pointu, et on essaie à travers la tenue de cette combustion, l'enjeu c'est d'avoir un maximum d'hydrogène qui est produit au milieu des autres gaz qui peuvent être produits. Après, bien sûr, il faut séparer l'hydrogène des autres gaz, et les autres gaz peuvent servir, eux, qui ne sont pas d'hydrogène, à maintenir la température dans la chaudière. Il y a la plasmalyse de méthane où on peut aussi, à très haute température, travailler avec du méthane et sortir du carbone solide et de l'hydrogène, donc ça c'est pas mature. Dans la pyrogazéification, l'intérêt c'est qu'on sort aussi du biochar. Donc en ce moment on parle beaucoup du biochar, sur lesquels il peut y avoir des fantasmes sur leur réalité de stockage carbone. Donc le biochar en fait c'est du carbone solide aussi, un peu comme un charbon de bois très très fin, et qui aurait l'avantage, quand on est dans des sols agricoles, de pouvoir stocker le carbone d'un côté, mais aussi de pouvoir garder l'humidité et donc d'apporter une valeur agronomique au sol. De ce que je lis, c'est que dans certains cas c'est vrai, dans d'autres cas c'est pas vrai. Enfin, ça dépend vraiment des cultures, des sols, des pluviométries, etc. Donc il faut être prudent, il ne faut pas s'emballer, mais c'est quand même quelque chose à regarder et ça fait partie parfois de l'économie des projets. Il y a un projet sur un territoire ultramarin, justement, où il prévoit de faire de la pyrogazéification et d'aller mettre le biochar dans du compost. La technique, par contre, la plus commune actuellement utilisée, c'est ce qu'on appelle le SMR, c'est le Steam Methane Reforming, donc c'est le reformage de méthane, donc le vaporeformage. On casse des molécules de méthane. Bien sûr, soit on utilise du biogaz pour faire ça, donc on a un gaz qui est déjà renouvelable, soit on va prendre du méthane fossile et stocker le carbone. Donc c'est une manière de décarboner l'hydrogène, je disais tout à l'heure. Alors, chez nous, pour simplifier, les schémas un peu d'usage de l'hydrogène, on va plutôt être sur de l'électrolyse de l'eau, donc on a une production d'électricité renouvelable, bien souvent c'est du solaire, c'est le plus facile et le plus rapide à mobiliser.
ça peut être de l'éolien aussi, hein, avec lequel on va faire l'électrolyse de l'eau. On stocke cet hydrogène gazeux qui, par des piles à combustible, peut alimenter de l'électromobilité, de la production électrique autonome, donc en site isolé, ou du stockage d'électricité sur réseau électrique. Donc la pile à combustible, je vous en ai pas encore parlé, c'est un composant qui fait la même chose que l'électrolyseur, mais à l'envers. Il y a toujours une membrane, il y a deux côtés, on est d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène, et il y a une réaction chimique inverse qui se fait, on sort de l'eau et on produit de l'électricité, avec toujours un rendement, bien sûr. Donc c'est les mêmes composants, donc ça nécessite aussi du platine. Voilà, c'est pas très compliqué, mais il y a toujours les mêmes problèmes de durée de vie, de vieillissement des échangeurs, etc. Donc il y a aussi des enjeux de recherche et de progrès, tant sur les électrolyseurs que sur les piles à combustible. Je ne l'ai pas mis là, on peut aussi brûler l'hydrogène. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir aussi pour la mobilité des entreprises qui testent le fait de brûler directement l'hydrogène à la place du pétrole, de produits pétroliers dans des moteurs thermiques classiques. Dans la fusée, l'hydrogène est brûlé aussi. Hein. Ça peut aussi brûler dans des chaudières, etc. Donc ça peut être une manière d'utiliser aussi l'hydrogène. Chez nous, on est quand même plus sur les ZNI, c'est les zones non interconnectées, hein, donc les Outre-mer et la Corse. Chez nous, on n'est pas trop là-dessus, on va plutôt être sur ces applications-là. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que en pilotant l'électrolyseur, ça fait typiquement 1 MW, 2 MW. Il y a un projet au centre spatial d'1 MW, le projet CEOC, c'est 16 MW d'électrolyseur. Donc il est possible de piloter l'électrolyseur et donc d'effacer au besoin la consommation de l'électrolyseur, ce qui peut, quand le réseau est en difficulté, venir libérer de la puissance quand le réseau électrique est en difficulté. On peut d'un côté piloter l'électrolyseur, mais on pourrait aussi produire par des piles à combustible sur le réseau. C'est une manière de stocker. C'est aussi ce qu'il y a dans le projet CEOC. D'un côté, il y a les électrolyseurs, de l'autre côté, il y a des piles à combustible qui vont produire la nuit. On peut rendre les deux services au réseau électrique du côté de la charge et du côté de la production. Alors, sur une chaîne électrique, quels sont les rendements? C'est là qu'on n'est plus très bon. On rentre une certaine quantité d'énergie initiale pour faire 1 kg d'hydrogène, hein, donc environ 58, je vous disais environ 55-60 kWh pour faire 1 kg. On en a déjà 22 kWh qui vont partir en perte dans l'électrolyseur, en chaleur en fait. Puis cet hydrogène, pour la transporter, etc., il faut la comprimer. Là, excusez-moi, c'est l'hydrogène, c'est masculin. Corrigez-moi si je utilise le féminin. Donc il faut le comprimer. Puis après, quand on reconvertit l'hydrogène en électricité à travers une pile à combustible, eh bien, on a encore du rendement avec de la chaleur qui est dégagée. Et derrière, c'est du courant continu. On utilise un onduleur pour refaire du courant alternatif avec encore un rendement. Et au final, on se retrouve avec une certaine quantité d'énergie bien plus faible que l'énergie qui est rentrée dedans. C'est la caractéristique de tout stockage. Il y a un rendement. Mais si on compare les rendements globaux sur une batterie stationnaire, on a 78%. Sur l'hydrogène en stationnaire, on a 27%. Sur une batterie utilisée en mobilité, on a plutôt 70%. Et l'hydrogène en mobilité, on a 23%. On est dans tous les cas, 23 par rapport à 70 ou 27 par rapport à 78, on a un rendement 3 fois moins bon. C'est-à-dire un rendement électricité en entrée, électricité en sortie, il est 3 fois meilleur pour la batterie que pour l'hydrogène. Ce qui nous ramène à la notion du sans regret tout à l'heure, en disant qu'on ne va pas aller mettre de l'hydrogène là où on sait faire avec de la batterie. Et a priori, sur la mobilité, notamment, on va utiliser l'hydrogène là où on ne sait pas faire avec de la batterie. Là où on ne sait pas rendre le service avec de la batterie. C'est-à-dire, a priori, la mobilité lourde. Donc, la voiture à hydrogène n'est pas du tout poussée par l'ADEME, ni par le gouvernement. Ni par, à ma connaissance, aucun gouvernement. Sauf les Coréens, je crois qu'on peut pousser, qui ont fait la Mirelle. Donc, si on regarde maintenant le contenu carbone de la production d'hydrogène.
Quand on fait du vaporeformage de gaz, on est à 11 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène. En Guyane, comme on passe par du méthanol, qu'il y a du transport en plus, on est à 16. Quand on fait une électrolyse sur le réseau de l'Hexagone, on est à 2,8. Quand on est adossé à du photovoltaïque, on est à 2,6. Quand on est adossé à de l'éolien, qui a un contenu carbone initial plus faible que pour la fabrication des panneaux par rapport à la fabrication des éoliennes, on est à 0,7. Quand on est sur l'hydroélectricité, on est encore plus bas, 0,45. Et l'Europe a fixé une limite à 3 kg de CO2 par kWh pour dire que l'hydrogène est renouvelable. C'est-à-dire que dans certains cas, de l'hydrogène produit par des énergies renouvelables pourrait ne pas être considéré comme renouvelable parce qu'on aurait quand même un contenu carbone trop élevé. Toute énergie renouvelable n'est pas si renouvelable que ça. Il y a des notions maintenant de durabilité, il y a des critères de durabilité qui ont été aussi ajoutés sur les notions d'énergie renouvelable. Il faut que l'énergie soit à la fois renouvelable et durable. Une énergie renouvelable, dite renouvelable, qui en fait créerait trop de dégâts sur l'environnement ou trop de rejet de carbone, n'a pas de sens. Alors, sur les nouveaux usages de l'hydrogène, j'ai déjà évoqué. Sur les usages de mobilité, sur une batterie, on a une autonomie qui est limitée à la capacité de batterie qu'on va emporter. Alors certes, on peut mettre plus de batterie, c'est le cas de la Tesla par rapport à la Zoé. Elle embarque une batterie tellement grosse que maintenant, la Tesla n'a plus de sens environnemental. C'est-à-dire que le bilan carbone de fabriquer la batterie, on a un peu de mal à le récupérer avec les kilomètres qu'on fait journalièrement. L'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'on récupère la même autonomie. Alors sur bouge, oui, je parle de la Tesla, mais sur un véhicule lourd comme un camion ou un bus, il y a un moment où on ne peut plus embarquer de batterie. C'est-à-dire qu'on met tellement de batterie que le véhicule est trop lourd et on ne peut plus l'utiliser. Où il n'y a pas la place, où on ne peut plus l'utiliser. Sur un bateau, on met tellement de batterie qu'à un moment, on ne peut plus embarquer de passagers ou de fret, quoi. Voire il coule. Donc, au moment, on se limite. Donc, la batterie ayant des capacités, on peut embarquer dans un véhicule qu'une certaine quantité de batterie quand on a besoin d'une autonomie supérieure, et c'est là qu'on va faire appel à l'hydrogène. C'est cette notion de sans regret de tout à l'heure. L'intérêt aussi, c'est que c'est un réservoir, certes plus gros qu'un réservoir essence, parce que c'est sous forme gazeuse comprimée, mais c'est quand même un réservoir, et donc il y a un remplissage qui est rapide, à peu près comparable à un véhicule thermique. Ça va un tout petit peu moins vite, il faut 10 minutes à un quart d'heure pour faire un plein d'un bus. C'est pas polluant, parce que ce qu'on rejette en sortie d'une pile à combustible, c'est de l'eau. Il n'y a rien d'autre que de l'eau. Donc il n'y a pas de pollution. Si c'est un moteur thermique qu'on a converti à l'hydrogène, il y a quand même des NOx, qu'on appelle des NOx, des oxydes d'azote, mais en moindre quantité qu'avec un moteur thermique. Et puis on se retrouve avec un poids, un volume raisonnable par rapport à la batterie, ce que je disais tout à l'heure, surtout c'est qu'à un moment on n'est plus capable d'emporter tout ça de batterie. Donc voilà, donc on voit là des émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule utilitaire en fonction des technologies. Bien sûr, un diesel, si on utilise du gaz, de l'hydrogène qui est produit de manière carbonée, le bilan est quasiment le même en contenu carbone au kilomètre. Et par contre, quand c'est de l'hydrogène produit par l'électrolyse du mix français, on est un peu mieux. Et quand c'est de l'hydrogène, donc le mix français qui est déjà décarboné du fait du nucléaire, et quand c'est de l'hydrogène produit à partir de renouvelables, on est encore un peu meilleur. Le mix français qui est un peu en difficulté. Alors ça, c'est des chiffres d'avant que les centrales soient pas mal, on va penser. Et l'hydrogène permet aussi d'apporter une aide au réseau. C'est-à-dire qu'on peut stocker des grandes quantités d'hydrogène sur du long terme. Alors, ça, c'est pas aussi vrai, c'est vrai sur le papier, mais c'est pas si vrai que ça. Dans le sens où stocker de l'hydrogène, c'est compliqué, c'est un gaz qui est très petit, très fuyard, et donc on arrive à le stocker dans des cavités de sel. On n'a pas identifié de cavité de sel dans aucun territoire ultramarin, donc on ne peut pas faire du stockage très longue durée, c'est des réservoirs, à un moment ils coûtent cher, des réservoirs sous pression.
Donc on ne peut pas stocker sur du très long terme, et il y a même au niveau national la question qui se pose, c'est d'aller utiliser cet hydrogène, ça je ne l'ai pas évoqué effectivement, c'est d'utiliser l'hydrogène et du carbone, du CO2, pour faire la réaction chimique inverse, c'est fabriquer du méthane par exemple. On prend du CO2, autant de faire ce renouvelable, issu par exemple de méthanisation, et on va le faire réagir avec de l'hydrogène pour refabriquer du méthane. Et le méthane, par contre, on sait facilement le stocker puisqu'on a des grands réservoirs de méthane. C'est pareil en outre-mer, on n'a pas de réseau de gaz, on a tout ça, donc ça ne marchera pas plus en outre-mer. On peut aussi assurer un approvisionnement électrique en site isolé, en complément des batteries, donc on va avoir des usages en Guyane. Et sur la plaque Europe, il peut être mélangé dans une certaine proportion relativement limitée quand même, avec du gaz naturel pour verdir un petit peu le gaz naturel. Je crois qu'on se limite à quelques pourcents seulement, donc ça va pas changer la face du monde. Mais voilà, ça peut être injecté dans les réseaux de gaz. Voilà, j'ai de la télé derrière moi. Oui. Alors des exemples, quelques photos d'équipements. Hein. Donc c'est des électrolyseurs, plus ou moins gros. Hein. Donc certains des installations qui sont containerisées, des plus grosses installations de production. On a là les électrolyseurs. Donc, pourquoi ils sont longs ronds comme ça? C'est que en fait on fait on empile des piles les unes sur les autres. C'est comme c'est pour ça qu'on appelle ça une pile. Hein. Une pile électrique, c'est bien souvent des éléments chimiques, enfin des éléments qu'on a empilés les uns sur les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça une pile. Donc, un électrolyseur, on va empiler les différents éléments, c'est-à-dire que chacun consomme à peu près 2 volts, et en fait, on les met les uns derrière les autres en série, et on est à plusieurs centaines de volts. Et donc voilà, ils sont empilés les uns sur les autres comme ça. Et bien évidemment, il faut un réservoir d'hydrogène et d'oxygène. Ou que d'hydrogène, et on rejette l'oxygène à l'atmosphère. Donc et là, il y a des toutes petites installations j'ai vu une installation comme ça qui alimentait des phénoïques en Corse, des chariots élévateurs. Beaucoup de chariots élévateurs sont électriques, mais il faut beaucoup de temps pour les charger, c'est assez galère, donc en fait l'hydrogène permet d'étendre des contraintes d'utilisation des chariots élévateurs. Pour les stocker, on fait des réservoirs, principalement c'est des techniques de fibres de carbone tissées, c'est des réservoirs ronds, un peu arrondis de tous les côtés. Après ces réservoirs, on va les mettre soit dans des espèces de cages pour les mettre par plusieurs, soit carrément dans des remorques qui permettent du coup de transporter l'hydrogène d'un endroit à l'autre. Et ça se distribue avec des stations-service, hein, comme des stations-service gaz quelconques en fait. Hein, et donc on branche bien sûr avec une pipe spéciale, parce que c'est un gaz fuyard, hein, on va brancher l'hydrogène, il faut qu'il y ait un comptage, et puis voilà. C'est pas plus compliqué qu'une station GPL ou une autre station. Alors, et sur les usages, voilà des véhicules, des engins à hydrogène, donc des bus bien évidemment, des camions, voitures, je crois que c'est la Toyota Mirai, celle-là. Ce que je vous disais, phénoïques, des petits engins, des engins de nettoyage, des engins de levage aussi. Convertir à la batterie un engin de levage comme ça, c'est pas évident parce que c'est pareil, il faut peut-être des autonomies qu'on ne sait pas faire en fait. Des engins de chantier, divers et variés. Il y a une navette à Nantes, sur l'Erdre, qui est à batterie, mais quand ils ont voulu augmenter l'autonomie, ils ne pouvaient plus emporter assez de batterie, donc ils ont complété par un système hydrogène. Donc c'est un mix batterie-hydrogène. Des bateaux, ça c'est un petit groupe électrogène de 30 kW, et ça c'est une installation en site isolé. Alors, dans les ZNI, donc les zones non interconnectées, c'est-à-dire les Outre-mer et la Corse, donc entre autres en Guyane, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les usages typiques en mobilité lourde, et c'est les véhicules qu'on va trouver, c'est les mêmes que ceux qu'on va trouver un peu partout dans le monde, hein. C'est des bus, aussi des bennes à ordures ménagères, des navettes maritimes, des camions, et on est toujours dans des systèmes où on fait une motorisation électrique
avec, il y a toujours une batterie qui reste, on est sur un système hybride, il y a une batterie plus petite, et une production hydrogène. La pile à combustible fonctionne à puissance relativement constante, et c'est la batterie qui prend les à-coups de production et qui permet de récupérer aussi l'énergie des ralentissements. Donc, il faut bien se dire qu'un véhicule hydrogène, sauf des futurs véhicules peut-être, pour le moment c'est pas encore le cas, où on convertirait des moteurs thermiques pour tourner à l'hydrogène, mais le rendement est encore moins bon que la pile à combustible, encore un peu. Par contre, c'est plus rustique. Ce sont des véhicules électriques, mais avec moins de batterie. En usage stationnaire, l'alimentation de bateaux à quai, donc il y a un projet en Corse pour alimenter les ferries qui font les allers-retours entre le continent et la Corse. Quand ils sont à quai, les ferries tournent sur leur groupe électrogène interne pour alimenter l'électricité de bord. Et ces groupes électrogènes, ils utilisent un fuel particulièrement soufré qui est autorisé à utiliser en mer. Donc il y a des gros problèmes de pollution des ports, et donc la loi va imposer à tous les navires de se raccorder au réseau électrique d'ici 2030. Donc à Toulon, je crois qu'ils sont déjà raccordés, à Marseille aussi. Et donc l'idée en Corse, c'est comme de toute façon l'électricité elle est carbonée, c'est de produire plutôt avec de l'électricité décarbonée, mais comme il n'y avait pas la place de mettre suffisamment de panneaux solaires sur le port, on produit de l'hydrogène à distance. On produit du solaire à 20 km de là, et on produit de l'hydrogène qui est transporté. Donc c'est une manière de transporter de l'énergie par la route. Rappelons que la route, en Guyane, est le principal vecteur énergétique. On parle beaucoup du réseau électrique. Le réseau électrique, c'est 28% de la consommation d'énergie du territoire. La route, c'est 62%. Enfin, la route. Les transports routiers, c'est 62%, et le carburant que vous utilisez, il est arrivé par la route aussi dans les stations-service. Il arrive par la mer jusqu'au port, mais après, il est transporté par route. Donc, le réseau énergétique le plus développé chez nous, c'est la route. Et les fleuves aussi, pour remonter sur les communes de l'intérieur. On peut aussi avoir des groupes de secours sur des industries sensibles. Donc, on va le voir tout à l'heure, il y a un projet au centre spatial. On peut électrifier des sites isolés. Je vais le détailler aussi tout à l'heure. Et on peut faire du stockage d'électricité longue durée. Alors, c'est plutôt moyenne durée. Pour lisser des productions d'énergie renouvelable, faire du soutien au réseau électrique, etc. Dans les autres services qui peuvent être rendus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut piloter les électrolyseurs. C'est-à-dire que l'électrolyseur représentant une charge qui est sur le réseau, si on efface cette charge, on peut effacer 1-2 MW sur le réseau, ce qui évite de couper des gens. Quand EDF se retrouve en difficulté, quand il n'arrive pas à atteindre l'équilibre production-consommation, il a le droit de couper des gens. Tout ce qu'on peut faire, toute charge pilotable et effaçable est bonne à prendre. Sauf que chez nous, on n'a pas beaucoup de charges pilotables, puisqu'il n'y a pas de charge de chauffage. Les charges facilement pilotables, c'est des charges qui font plutôt de la chaleur. On ne va pas aller couper les clips d'un bâtiment pendant 3 heures, on va pas, etc. C'est plus difficile d'aller effacer des charges en Outre-mer, et notamment en Guyane. Donc voilà, il y aurait aussi les bornes de recharge de véhicules électriques qui pourraient être des charges pilotables, qui sont des charges pilotables intéressantes. Et donc, la particularité chez nous, c'est que l'hydrogène doit être produit spécifiquement pour les usages mobilité ou stationnaires. On ne va pas importer de l'hydrogène, ça coûterait extrêmement cher. Et comme il n'y a pas en Outre-mer et en Corse de marché d'électricité, on est sur un système où on a une péréquation tarifaire, l'électricité est subventionnée, vous la payez le tiers du réel. Du coup, il n'y a pas la logique où on peut dire tiens, je vais acheter, c'est ce qui se passe un peu partout en Europe, j'achète de l'électricité à tel producteur qui est situé à 500 km de chez moi, j'ai un contrat de garantie d'origine et j'achète l'électricité chez lui, je mets l'électrolyseur à côté de l'endroit où j'ai besoin de le mettre. Donc chez nous, ça crée une contrainte, c'est qu'on doit, on n'a pas ces mécanismes-là, on doit adosser l'électrolyseur à la production solaire, par exemple, solaire, éolienne, etc. Et donc après, parfois, transporter l'hydrogène. Alors, les projets en Guyane. Un des premiers projets qui a été déposé, c'est de l'électrification de sites isolés. Alors, quand on électrifie un site isolé avec une centrale solaire, typiquement, on met du solaire, bien sûr, et un parc batterie qui va lisser la production
par rapport aux besoins de la consommation et répondre aux besoins de la consommation. On produit le jour, on a souvent besoin le soir, plus besoin le soir d'électricité, et donc ça permet de lisser, et on met un assez gros parc batterie pour lisser tout ça. Pour éviter de mettre des très gros parcs batterie et pour détendre la contrainte, puisqu'il y a un aléa sur la production et il y a un aléa sur la consommation. C'est-à-dire que si par hasard, je pense au projet d'électrification des villages du Haut-Maroni, si elle a fait dans ce village-là, au plus fort de la saison des pluies, on ne sait plus rendre le service. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on rajoute des groupes électrogènes qui vont venir détendre la contrainte en apportant 10% de l'énergie, certes, mais qui vont permettre de garantir le service. Eh bien, l'intérêt de l'hydrogène, c'est que on peut rester avec un stockage batterie de petite durée, enfin de petite durée, c'est quand même 2 jours de consommation, hein, typiquement, qu'on met sur ces sites-là. On garde ces 2 jours de consommation et on complète par un stockage hydrogène qui va apporter jusqu'à 10 jours de consommation en tout. Et donc ce stockage hydrogène permet de se passer du groupe électrogène. Et donc c'est le projet d'Apagui. Donc Apagui, c'est une école qui est là, sur le Maroni. Donc c'est pas le village d'Apagui. Le village d'Apagui est sur l'île qui est inondable. Donc le maire ne veut pas l'électrifier. Souhaite que la population puisse se déplacer sur les collines derrière l'école. Et donc l'école d'Apagui, c'est une école et 10 logements d'enseignants. Donc cette école pour le moment est alimentée par un groupe électrogène tout seul, donc il y a des consommations de carburant, des galères de maintenance, etc., et des qualités de services qui sont quand même pas très bonnes. Donc le projet, c'est de mettre une centrale solaire avec un stockage batterie et un stockage hydrogène qui va venir rendre le service. Donc ça, c'est un exemple d'un prototype pour une première petite installation qui a été réalisée dans le cirque de Mafat à La Réunion, parce que les Réunionnais aussi sont intéressés par ces approches-là. Dans le cirque de Mafat, qui est un parc national et dans lequel le réseau électrique n'arrive pas. Et donc, l'enjeu, c'est de développer une installation autonome. Donc voilà, ça, c'est cette installation de Mafat. Alors, cette installation qui est plus en service, hélas, puisque le bâtiment qui était à côté a brûlé. Et c'est pas l'hydrogène qui a brûlé. Et la chaîne hydrogène s'est parfaitement comportée. Ça a chauffé à côté, il y a des évents qui se sont ouverts, c'est parti, ça n'a pas mis le feu ailleurs, enfin, voilà, ça s'est parfaitement comporté. Par contre, comme le bâtiment qui utilisait l'énergie a brûlé, bon, voilà, l'installation a été arrêtée. C'est un bâtiment de l'ENF qui était en bois. Alors, deuxième projet dont on entend beaucoup parler dans les médias, donc je ne vous parlais que du côté technique de ce projet, qui est un projet que... Donc le projet Apagui, c'est un projet que l'ADEME a financé, hein, c'est dans le cadre de l'appel à projet écosystème territorial hydrogène. Donc le projet CEOG a aussi été financé par l'ADEME. Donc lui, c'est un peu le même principe, quelque part, qu'Apagui, mais en beaucoup plus gros. On est sur le réseau électrique, et l'enjeu sur le réseau électrique, c'est de pouvoir produire, hein, c'était EDF, nous parlait d'énergie de puissance garantie. Qu'est-ce que c'est que la puissance garantie? C'était une puissance qui ressemblait un peu à un groupe électrogène qui était constant. Donc du coup, le projet s'est construit sur cette logique-là, de se dire, il faut que je puisse produire une certaine quantité d'énergie la journée, garantie, et une autre quantité d'énergie la nuit, peut-être pas le même niveau de puissance, mais garantie aussi. Et donc, on a là de 8h à 20h ou 21h une production de 10 MW et de 3 MW la nuit. Comment fonctionne ce projet? Eh bien, il y a une production d'énergie renouvelable, un électrolyseur. Alors, il y a quand même un stockage batterie aussi, il y a un électrolyseur, un stockage d'hydrogène et une pile à combustible. Donc en fait, c'est l'équivalent d'une batterie hydrogène. L'intérêt, c'est que sur du stockage hydrogène, donc un électrolyseur, une pile à combustible, ça coûte assez cher. Par contre, quand on veut augmenter la durée de stockage, on ne rajoute pas de pile à combustible et d'électrolyseur, on ne rajoute que des réservoirs. Donc, sur des petites durées de stockage, la batterie est plus compétitive. Sur des plus grandes durées de stockage, et je n'ai pas de chiffre exact, quelqu'un m'a parlé de 5 heures, mais je n'ai absolument pas vu les calculs économiques pour vérifier. 5 heures de production. Au-delà de 5 heures par jour de besoin, l'hydrogène pourrait être intéressant, plus intéressant que la batterie, malgré un rendement plus faible. Alors, on a quand même un rendement 3 fois plus faible, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, ce projet associe, donc ce que je disais, 10 MW le jour, 3 MW la nuit, un stockage de 128 MWh, mais qui n'est pas que de l'hydrogène. Il y a un tiers qui est de la batterie et 2 tiers qui sont de l'hydrogène sur ce stockage-là.
donc 55 MW crête de solaire, donc environ 50 hectares de solaire, pour une production annuelle de 50 gigawattheures. 50 gigawattheures, c'est 5% de la consommation de la Guyane. Donc, c'est pas rien du tout comme impact sur la production électrique de la Guyane. Et en moyenne, c'est aussi comparable à une centrale biomasse de ce que pourrait produire une centrale biomasse de 5-6 MW. On est quand même sur des échelles de puissance intéressantes. Avec un contrat de fourniture de services de 25 ans, bien sûr, une certaine quantité de CO2 évité qui dépend du contenu carbone de l'électricité du territoire, et un investissement de 170 millions d'euros, sur lequel l'ADEME a apporté 14 millions d'euros d'aide. Le projet CEOG, bon, je vous ai juste mis une carte de l'implantation, enfin carte prévisionnelle, donc voilà, qui est controversée. Je ne la commenterai pas plus que ça, puisque nous, notre objet à l'ADEME, c'est de financer un projet technique, c'est de financer un démonstrateur, c'est un financement PIA, donc recherche, donc on est bien sur un démonstrateur industriel qu'on finance, avec l'idée que cette technologie puisse se développer aussi à l'international, en jonglant justement sur ces deux stockages, batterie et hydrogène. Donc voilà, l'idée c'est de travailler bien sûr, d'éviter les zones de bas-fond, etc., donc de travailler que sur des dos de collines, c'est ce qu'on fait sur toute implantation solaire, ou même biomasse, ou etc., même agricole, quand on a ça les agriculteurs, on ne va pas se mettre dans les bas-fonds non plus. Et puis voilà, donc là je crois que le village de Providence il est par là-bas, derrière le village apparemment il y a une carrière, et donc EDF et enfin, l'entrée de Saint-Laurent et le poste source auquel ça pourrait être accordé est un petit peu plus loin aussi. Voilà. Un autre projet important qui est en cours de développement, donc en cours d'instruction, pas de développement, il est déjà développé, mais en cours d'instruction pour un financement ADEME, financement de l'ordre de 10 millions d'euros, c'est le projet Iguane. Le projet Iguane, il est porté par le centre spatial, et dans lequel on a, c'est un projet qui a aussi 3 usages. Le premier usage, c'est la fusée, bien sûr. Donc on irait couvrir de l'ordre de 15% des besoins d'Ariane 6. Le deuxième usage, c'est un usage de mobilité, donc ça nous permettrait de lancer, de pouvoir démarrer une filière mobilité en Guyane, donc sur des véhicules lourds. Donc là, il est prévu un bus de 12 places, donc là, c'est moins, on pourrait le faire fonctionner à la batterie, donc c'est un peu limite, mais par contre, sur le plan com et sur le plan voilà, médiatisation, etc., c'est quand même une bonne chose. Ce serait surtout des cars qu'on utiliserait et du tracteur routier. Le tracteur routier, c'est le camion qui tire une remorque, quoi. Et puis un autre projet, un troisième usage, donc, qui lui est relativement issu de la recherche, qui est porté par des universités, une start-up issue d'universités belges, qui s'appelle eBlue, pour développer un groupe électrogène qui irait remplacer des groupes, des systèmes de secours au centre spatial. Sachant que Powidyan, lui-même, aussi Powidyan, c'est l'entreprise qui a développé le projet Apagui, donc qui a eu des financements dans le cadre des territoires d'industrie en Guyane via le FEDER, et qui a déjà développé son projet, il est presque fini, a aussi développé un groupe de 100 kW, qui est testé aussi au centre spatial avec un peu le cahier des charges. Donc l'intérêt c'est qu'on aurait deux fournisseurs différents, et voilà, des essais différents. Et ce groupe électrogène, il aurait l'avantage de venir se substituer à la fois aux onduleurs et au groupe électrogène. C'est-à-dire qu'au centre spatial, le bâtiment, comme c'est des activités sensibles, et c'est vrai dans toute industrie sensible, ça peut être vrai dans une banque, pour ses serveurs, etc., enfin, pour des serveurs informatiques, que sais-je, il y a des onduleurs qui tiennent 10 minutes, et après les onduleurs, il y a des groupes électrogènes qui démarrent. Un groupe hydrogène ayant un petit stockage batterie, et convertissant de toute façon l'électricité en courant alternatif, eh bien, peut jouer ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il peut jouer les deux rôles à la fois. Et c'est là-dessus que la pertinence économique peut commencer à être interrogée. S'il n'était que groupe électrogène, c'est pas évident. Et donc, voilà, le projet Iguane, ce que je vous disais, c'est spatial, mobilité lourde et des groupes de secours. Mais il y a déjà un travail qui est fait avec les groupes de secours. Tout ça associe des universités belges et l'université de Guyane.
Et les Allemands, eux, vont développer un HCC, un Hydrogen Competence Center, qui est en fait un centre de maintenance pour les véhicules. C'est eux-mêmes qui vont acheter les véhicules. Et ce centre, donc, il y a un enjeu derrière l'hydrogène, on va le voir tout à l'heure, de maintenance, de formation des hommes. Et donc, une entreprise allemande qui travaille sur la base va pouvoir travailler là-dessus. Bien évidemment, on l'a deviné, il y a des enjeux aussi de reconversion de personnel dans des perspectives de baisse de besoins de personnel avec Ariane 6 par rapport à Ariane 5. Alors, et puis enfin, en recherche, il y a un projet que l'on finance à l'Université de Guyane, qui a eu du mal, qui aurait dû démarrer il y a 4-5 ans, et qui malheureusement n'a pas pu démarrer parce que le partenaire industriel qui veut aussi fournir le matériel nous a claqué dans les doigts, a changé sa stratégie de recherche et développement. Et donc il a fallu trouver un autre partenaire, qui était la SARA aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de mettre une plateforme d'expérimentation d'hydrogène à l'université et pour apprendre à piloter un système du type site isolé, avec en plus une complexité, c'est qu'on fait du stockage non pas en réservoir sous pression, mais un stockage dit solide. On entend parler de ça parfois, des systèmes où l'hydrogène viendrait se mettre dans des hydrures métalliques ou des choses comme ça, viendrait se mélanger à des métaux et qu'on pourrait absorber et désorber aussi. Donc en le refroidissant, l'hydrogène est absorbé par le matériau et en chauffant le matériau, on libère l'hydrogène. Donc voilà, il y a des enjeux de gestion du froid et du chaud aussi, donc on devrait faire aussi avec du solaire. Et donc derrière tous ces projets de recherche, il y a des financements pour financer un poste de professeur et de thésard. Et l'université est importante pour nous aussi pour capitaliser tous les retours d'expérience et former, bien évidemment, les personnels dont on aura besoin. Ce qui nous amène à la stratégie, pour finir, sur quelle stratégie pour développer une filière hydrogène en Guyane. Il y a déjà un acteur qui sait manipuler l'hydrogène quand même depuis quelques décennies, qui est le Centre spatial. On a cette chance. En Martinique, il y a la SARA aussi qui manipule de l'hydrogène sur sa raffinerie. Et donc, s'appuyer sur la connaissance du centre spatial, c'est une bonne manière de démarrer une filière sans réapprendre tout et en prenant énormément de risques. On a aussi des acteurs, l'intérêt aussi en Guyane, c'est que du coup, puisqu'il y a déjà de l'hydrogène qui est géré depuis longtemps, on a aussi des bureaux de contrôle, on a des capacités d'ingénierie, des capacités de contrôle, de sécurité, etc., des pompiers qui sont formés, enfin, on a tout ça. On sait utiliser ce gaz. Et pour créer cette filière, il faut l'appuyer sur 3 pôles. Bien sûr, il faut qu'on ait une dynamique commune, qu'on échange beaucoup avec les collègues des Outre-mer. Il faut un pôle connaissance autour de l'université et de capacités d'ingénierie aussi, pour dimensionner les installations, mesurer les performances, que vous parlez de retour d'expérience, etc., apporter de l'expertise, apporter de la formation. Il faut qu'il y ait un pôle qui va produire de l'hydrogène, donc avec des entreprises qui savent produire, qui savent gérer du gaz, qui savent gérer la sécurité, qui savent construire, exploiter, qui savent vendre, et bien évidemment des clients qui vont utiliser, qui peuvent parfois être les mêmes. Mais par exemple au centre spatial, l'entreprise qui produit c'est Air Liquide, l'entreprise qui consomme c'est Ariane Eau. C'est pas les mêmes entreprises. Il y a bien une entreprise qui vend de l'hydrogène à l'autre. Il pourrait y avoir EDF, des collectivités pour des réseaux de bus par exemple, ou des bennes ordures ménagères, des sociétés publiques dans le cadre de leur DSP, pareil, réseaux de bus, ordures ménagères, etc., des transporteurs, des vendeurs de véhicules, etc. Et tout ça, bien évidemment, doit être animé pour que la filière se construise sans qu'il y ait des trous dans la raquette. Et ça, c'est la grosse question. Alors, au milieu de tout ça, ce qui apparaît dilué là-dedans, c'est aussi l'enjeu de la maintenance. On sait qu'on a des grosses difficultés sur la maintenance dès qu'on est sur une nouvelle filière. Là, c'est une filière qui est associée à la fois de l'électricité et un gaz, la tuyauterie. Donc en fait, c'est quand même des compétences assez multiples et variées. Et donc, il y a un énorme enjeu sur la formation des hommes et sur l'organisation de la maintenance. Et ça, tous les collègues de tous les Outre-mer ont complètement identifié ça.
Et plus on est loin, plus il faut savoir gérer cet enjeu. Attendre qu'un technicien vienne de l'Hexagone, ce sera plus pensable. Quand on a 3 jours de stock d'hydrogène, c'est le projet centre spatial, 3 jours de stock d'hydrogène, il ne faut pas que la panne dure plus de 3 jours. Au-delà de 3 jours, les camions sont cloués au sol. Donc on ne rend plus le service. Alors si c'est 2 camions seulement qu'on a convertis, il y a des camions au gazole de rechange, si on a converti toute la flotte, ça ne marche plus. Donc il y a un enjeu d'être capable de rendre le service du début à la fin. Donc de formation d'électriciens, de tuyauteurs, etc., de gens qui gèrent la sécurité, etc. Et pas forcément que d'ingénieurs. Alors, nous, l'ADEME, pour finir, quels étaient nos budgets jusqu'en 2023 ? On a un programme de recherche pluriannuel, on a l'appel à projet PIA, donc programme d'investissement d'avenir, pour ce qu'on appelle des briques technologiques et des démonstrateurs, donc doté de plus de 300 millions d'euros. Et puis, on a l'appel à projet écosystème territorial, donc ça c'était jusqu'en 2022, 2022-2023, on avait ce montant-là, et on va avoir 200 millions d'euros pour 2024. Et on va continuer d'avoir encore de l'argent. Voilà. Et puis, il est prévu, alors les mécanismes sont en train d'être mis en place, des mécanismes pour soutenir aussi la production d'hydrogène décarboné, mais là c'est sur des très grosses productions plutôt industrielles, et ce serait de l'aide au fonctionnement et pas de l'aide à l'investissement, contrairement à ce que fait l'ADEME. Et voilà, merci. C'est la première question pour voir. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour la première question? Il y a pas mal de personnes qui le développent. Bonsoir, merci pour cet exposé. Moi, la question, en fait, qui est apparue au fur et à mesure de l'exposé, c'est qu'on parle donc de l'autonomie des communes enclavées. Vous venez d'expliquer qu'au niveau de la maintenance, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas encore des personnes sur le territoire. Mais aussi, comme cette énergie décarbonée extrêmement technologique, demande finalement d'être associée au solaire, vous l'avez dit, au photovoltaïque, pour qu'elle soit vraiment verte. Ça veut dire qu'elle prive finalement les communes isolées d'une partie de leur forêt de subsistance, où elles se nourrissent, elles chassent, elles prélèvent du bois pour la construction, pour les pirogues. Du coup, c'est les rendre autonomes en énergie tout en les privant de ce qui leur permet de rester un petit peu autonomes, isolés. Donc déjà, ça c'est une question que j'arrive pas bien à comprendre la logique, en fait, de proposer des technologies si poussées dans des communes isolées en les privant d'une partie de leur forêt, finalement. Et deuxièmement, je me demande pourquoi l'ADEME et la République française n'investissent pas dans les communes isolées sur des réponses techniques plus locales qui utiliseraient les forces de la nature, comme par exemple les fleuves, fabriquer des hydroliennes. Je sais qu'ici, il y a une entreprise locale qui travaille déjà à Maripasola avec la Légion, qui a du mal à trouver des fonds, qui fait juste des barges flottantes avec des turbines. Les communes peuvent gérer elles-mêmes l'entretien et la maintenance. Il n'y a pas besoin de faire venir des techniciens de loin. Enfin, si on parle d'autonomie des communes enclavées, j'ai un peu du mal à comprendre en fait pourquoi autant d'argent est dépensé dans des solutions technologiques hyper complexes qui finalement rendent dépendantes des communes plutôt que de favoriser des entreprises locales, résilientes. Voilà, c'est ma question. Merci. Alors, pourquoi déjà l'État met beaucoup d'argent sur l'hydrogène? C'est un pari technologique. Que l'hydrogène soit compétitif d'ici 20 ans et que pour que ça se développe, c'est toujours le problème de la concurrence par rapport à des énergies fossiles. Pour que ça se développe, tant que c'est pas rentable, ça se développe pas. Donc en fait, il faut le rendre quelque part artificiellement rentable, à un coût de subvention, pour que demain, il n'y ait plus besoin de subvention. Il y a des logiques, et donc c'est pour ça qu'au niveau national, et comme d'autres pays, il n'y a pas que les États-Unis, l'Allemagne, enfin, nombre d'autres pays, font ce choix, ce pari de l'hydrogène et de développer à ça. Et un deuxième enjeu au niveau national,
c'est l'espoir qu'il ne se passe pas la même chose qu'avec le photovoltaïque. On a mis aussi pas mal d'argent depuis un temps, et où finalement la fabrication des panneaux est partie principalement en Asie, beaucoup en Chine. Comme on est sur des technologies de la métallurgie qui ne se sont pas encore complètement délocalisées, il y a l'espoir que ce soit des technologies de fabrication des piles à combustible et des électrolyseurs qui restent sur le plan national. C'est pour ça qu'on prend de l'argent des Français, de la France, pour développer l'économie française. Sur les communes de l'intérieur, donc là ça va sortir un peu de mon champ de compétences ça va rentrer dans mon ancien champ de compétences d'ingénieur énergie renouvelable, c'est pas sur celui de chargé de mission hydrogène. Toutes des questions qu'on peut se poser sur le littoral aussi. Pour moi, il ne faut pas opposer une énergie à une autre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune énergie n'est miraculeuse. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et c'est souvent dans un mix électrique et dans une conception un peu globale des installations, des productions, qu'on arrive à rendre le service. C'est-à-dire que si on faisait que du solaire pour alimenter la Guyane, par exemple, il faudrait des quantités de stockage énormes. Donc c'est pour ça qu'il faut développer du solaire, de l'hydraulique, de la biomasse, de l'éolien. Je parle du littoral. Sur l'intérieur, c'est un peu pareil. Bon, l'éolien, il faut oublier parce que le vent est très très freiné par la forêt, il ne reste plus grand-chose. Donc à la place, il y a l'hydrolien. Vous avez cité l'hydrolien. L'ADEME s'intéresse à l'hydrolien. J'ai retrouvé des premiers rapports où on a fait venir un fabricant d'hydrolien belge, le premier qui existait à l'époque, M. Rutten, en 89. Moi, je l'ai fait revenir en 2000. M. Rutten, sur un projet à Sossonel, sur Marie-Passoula. Dans l'étude du projet à Sossonel, en fait, il s'avérait que le courant était suffisant 8 mois de l'année, 4 mois de l'année, il n'était pas suffisant, enfin surtout le niveau d'aller baisser. Donc la machine allait se casser, il fallait la mettre dans une zone de calme où ça n'allait pas produire, donc au final, il fallait mettre du solaire, et il fallait mettre quasiment la même quantité de solaire que si on ne mettait pas l'hydrolienne. Donc ce projet a avorté, on l'a étudié. L'Office de l'eau a étudié les gisements hydroliens aussi. Et c'est pas du tout évident de trouver des endroits où il y a des gisements suffisants à proximité des zones de vie. Parce que l'hydrolien, la puissance d'une hydrolienne varie avec le cube de la vitesse du vent, de la vitesse de l'eau, je veux dire ça. Je parle peut-être un peu sur mathématiques. Ça veut dire que quand on a doublé la vitesse du courant, on a multiplié par 8 la puissance. Par exemple, la machine de Rutten, qui était une machine assez rustique, c'était un gros pédalo sans averse, c'était une grosse roue. La machine de Rutten de l'époque, elle faisait 15 kW, et à Sossonel, au droit du Sceau, elle produisait 1 kW. C'est-à-dire, elle était, comme on avait 2 fois moins de courant, de vitesse de courant que l'optimum pour lequel elle était conçue de 15 kW, elle produisait 2 fois moins. Et elle brassait quand même 4 mètres carrés. Elle produisait que 1 kW, donc il fallait quand même mettre un parc batterie pour garantir les accès de puissance du site. Voilà, donc on n'était pas sur quelque chose de complètement neutre, on a mis en concurrence la solution, et finalement c'est le solaire qui a été retenu, sur lequel, en termes d'emprise, le solaire a quand même un bon rendement, et c'est ce qui consomme aujourd'hui, dans les solutions énergétiques de la Guyane, le moins de surface. Je me suis amusé à faire les calculs d'impact surfacique. Le solaire, par rapport à un grand barrage hydroélectrique, on est à 50 ou 100 fois moins. Par rapport à du solaire, de l'hydraulique au fil de l'eau, avec une retenue, petite retenue, on est aussi à 20 fois moins. Par rapport à la biomasse, la biomasse qu'on cultiverait, on est à 20 fois moins, parce que le rendement est 20 fois meilleur que la photosynthèse. Reste l'hydrolien qui peut avoir peu d'impact, mais il y a un test qui a été fait, EDF a testé une hydrolienne à Camopi, sur un petit affluent, un petit bras de rivière qui est entre le village et l'île, sur lesquels, finalement, ils n'ont pas trouvé assez de courant pour faire fonctionner la machine. C'est des machines qui me font peur aussi, moi, parce que s'il y a des enfants qui passent ces plateformes avec une machine, si les enfants viennent jouer dessus, j'ai toujours peur qu'un enfant vienne se faire broyer par la machine. La machine Rutten a tué quelqu'un en Afrique. Il y a quelqu'un qui s'est fait broyer par la machine. Donc, je ne connais pas la techno de machine dont on parle là, précisément, mais l'hydrolienne, il n'y a pas de panacée, en fait. Et l'enjeu, si on met du solaire, là, à Pagui, c'est 80 kW. Donc 80 kW, c'est une surface de 600 mètres carrés. Oui, c'est ça, 600 mètres carrés, qui est prise sur une pelouse. Quoi. Donc, je crois qu'ils ont peut-être 2-3 arbres à faire tomber. Parce qu'on les a déplacés. Au début, ça devait être sur la pelouse, et finalement, là, on les a fait bouger de parcelles. Mais normalement, ils ne devaient pas bouger d'arbres. Donc, c'est. Et l'école, c'est plusieurs hectares. Donc,
l'enjeu, c'est pas effectivement d'aller déforester, empêcher les gens d'avoir de la subsistance. Alimenter Maripasoula que avec du solaire, ce qui ne serait pas le plus malin, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de consommation et le solaire produit que la journée, il faudrait beaucoup de stockage. Mais alimenter Maripasoula que avec du solaire, il faudrait 10 mégawatts, c'est-à-dire 10 hectares. C'est pas. C'est l'équivalent de 10 abattis, quoi. Donc c'est pas. Ça n'empêche pas de se créer des abattis ailleurs. Ça n'enlève pas des surfaces cultivées énormes. Ça en enlève. Hein. Il y a un impact carbone qui peut être calculé d'ailleurs. Hein, sur l'impact carbone d'avoir déforesté pour produire avec du solaire. Le temps de retour carbone est d'environ 1 an. C'est-à-dire qu'il faut 1 an de produit, 1 an, 1 an et 3 mois. Précisément, j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps. Pour récupérer avec le projet CEOP, par exemple, il faut 1 an et 3 mois pour récupérer avec la quantité d'énergie annuelle l'impact de la déforestation. De carbone évité sur la production EDF. Quoi. Merci. Je pose la question parce qu'en fait, on pourrait avoir un retour d'expérience justement sur cette hydrolienne qui fonctionne à Maripasoula, à la Légion. Je pense que ça serait possible d'avoir un retour d'expérience. Ça fait, je pense, un peu plus d'1 an qu'elle fonctionne. Donc ça pourrait être pas mal d'aller explorer aussi ce genre de solution. Et puis d'autre part, on parle beaucoup de décarboner, enfin de récupérer des puits de carbone, des chiffres, etc. Enfin, on parle quand même de vie avant tout. Enfin, je veux dire, on trouve des arbres, il y a la biodiversité qui meurt. Enfin, c'est pas que on récupère du carbone, c'est aussi de la vie. Voilà, qui disparaît. Vous avez raison. Pardon, je ne veux pas monopoliser la parole, je peux passer le micro. Vous avez raison. Nous, à l'ADEME, on n'a qu'une approche carbone parce qu'on n'est pas légitime pour travailler sur le reste. Souvent, quand on a un mauvais impact carbone, c'est qu'il est très probable qu'il y ait un mauvais impact environnemental aussi, parce qu'on a consommé plein de surface, Par contre, c'est pas parce qu'on a un bon impact carbone qu'on a un bon impact environnemental. Mais donc c'est déjà un premier filtre qui est assez facile à calculer, mais il faut aller plus loin. Bonsoir, Guylaine Bourguignon. J'interviens parce que il faut bien avoir conscience que l'aménagement du territoire de la Guyane est crucial et que de toute façon, l'électrification ne dépend pas de la mairie, elle dépend de la CSOG, maintenant du syndicat d'électrification qui est sous l'égide de l'association des maires. Donc c'est vraiment pour avoir une démarche territoriale. Il y aura toujours des manques. Je veux dire que quand j'entends discuter qu'il y a de la perte de cycle, il faut bien comprendre que la consommation électrique des populations de l'extérieur sera toujours inférieure. Ce sont des gens qui se privent d'énormément de choses, de celles du territoire, et que la consommation électrique en Guyane sera inférieure à celle de Paris, etc., etc. Donc je ne dis pas qu'il faut faire tout, mais c'est vrai qu'il y a des mix. En tout cas, le mix énergétique qui a été mis en place sur le Maroni, à l'époque, c'est avec la CSOG. On s'était rencontrés à la direction de la CSOG. Il faut répondre quand même à minima, parce que ces populations se contentent du minima en électricité. Vous avez raison, c'est la question qu'il faut se poser, c'est une question qui se pose aussi sur le risque qui est pris avec ces technologies. Hein. Donc c'est bien pour ça qu'il faut faire très attention et pas aller expérimenter pour le plaisir sur l'intérieur de la Guyane. Sur l'intérieur de la Guyane, moi je me suis fait une loi il y a bien longtemps en me disant qu'il faut sur un projet une seule innovation à la fois, parce qu'au-delà de 2 innovations, au-delà d'une, on crée du risque. Et déjà réussir le projet, c'est déjà innovant parfois. Donc il ne faut pas d'innovation technologique, je caricature un peu là. C'est là-dessus qu'il faut aller prudemment, hein, bien évidemment, mais ça n'empêche pas de regarder. Et que la question de fond, c'est la qualité du service. C'est la seule question à se poser, c'est comment rendre un service de qualité pour répondre au développement du territoire et aux besoins des usagers. Oui, bonsoir. J'ai lu que le projet CEOG est classé Seveso 4, je crois. Donc ça veut dire que ça devient une zone potentiellement dangereuse? Alors, surtout ce qui est autorisation, etc., c'est la DGDEM, c'est l'État qui gère, donc c'est pas l'ADEME, donc je ne connais pas bien. Le principe, c'est que en fonction de la quantité d'hydrogène stocké, on a des classements dits CPE plus ou moins élevés.
du fait d'avoir 80 ou 90 MWh de stock d'énergie à travers l'hydrogène, ça fait quand même un certain nombre de tonnes d'hydrogène. Alors je ne sais plus combien, je l'ai dans les dossiers, mais je n'ai pas pensé à aller réviser ça avant de venir, qui sont stockés. Au-delà de 1000 tonnes, d'une tonne, je veux dire, de 1000 kilos, on est effectivement classé ICPE, etc. Après, l'hydrogène, effectivement, je ne vous ai pas du tout parlé de la sécurité, c'est l'occasion d'en parler. L'hydrogène est un gaz éminemment explosif, mais qui a l'avantage, donc c'est un inconvénient très explosif, l'avantage c'est qu'il est très léger, c'est-à-dire quand il y a une fuite, il monte très vite dans l'air. D'ailleurs, quand on met des systèmes de sécurité sur des systèmes de stockage d'hydrogène, en fait c'est une cheminée en fait, qui envoie l'hydrogène dans l'air et qui va se diluer. Contrairement par exemple au méthane, qui lui a plus tendance à descendre, être plus lourd que l'air, et donc qui va stagner au sol et qui peut être dangereux. Donc l'hydrogène est un gaz dangereux, mais au final, et alors là c'est, je n'y mettrai pas ma main au feu, ou dans l'hydrogène, mais au final, au final, en termes de risque, il n'est pas pire que du méthane, il n'est pas mieux non plus. Enfin voilà, on est sur les mêmes, grosso modo, les mêmes niveaux de risque, avec des risques différents et des sécurités qui sont différentes. Mais ce qui veut dire effectivement que sur tout projet de ce type-là, il y a aussi il y a de la formation à la sécurité, du contrôle de la sécurité qui doit être fait, et bien évidemment de la formation des pompiers, etc. C'est aussi pour ça que dans la zone dite ATEX, qu'on voyait sur le plan, une zone un peu dangereuse, elle est au cœur de la centrale, elle est au bord de la route. Si jamais il y a une explosion, enfin il y a un feu ou une explosion, il ne faut pas que ça fasse des dégâts sur les gens, sur les populations ou sur la route. Après, je ne connais pas le rayon de risque là-dessus sur une installation comme ça. Mais, enfin, normalement, il est de moins d'1 kilomètre puisque ça a été étudié comme ça. J'ai juste une deuxième question. J'arrive pas à m'imaginer comment on va faire pour faire une maintenance de ce genre de projet dans les villages isolés. Voilà, j'arrive pas à m'imaginer déjà comment on va acheminer cet hydrogène. Non, il n'est pas acheminé justement. L'intérêt dans le village isolé, c'est qu'on utilise donc il y a du solaire qui va. Donc en fait, on va construire dans les villages. Dans les villages, il y a l'électrolyseur, c'est des petits kits, c'est des petits électrolyseurs. Ce que je vous ai montré tout à l'heure là sur le. Je vais essayer de revenir en arrière sur l'installation, voilà, sur cette installation et ces petites installations qui est à l'arrière du bâtiment avec le réservoir d'hydrogène. Je ne sais plus lequel est l'électrolyseur, l'autre est la pile à combustible. Et voilà, c'est des petits systèmes. Vous voyez, là c'est sous les panneaux solaires. Ils vont installer, ce serait containerisé en fait. Il y a un container qui va contenir batterie, électrolyseur, pile à combustible, onduleur, et les réservoirs seraient à part en dehors. Donc il y a juste des tuyaux qui sortent et qui sont branchés. Donc c'est produit sur place. Non, il ne s'agit pas d'amener de l'hydrogène. C'est d'ailleurs un gros problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de solution alternative pour aussi décarboner la mobilité sur Maroni, la mobilité fluviale. On n'a pas de carburant aussi dense, facile à transporter, qui est aussi énergétique que l'essence, quoi. Voilà. On peut mettre des batteries sur les véhicules routiers, de l'hydrogène, mais sur les pirogues, on ne sait pas faire. Enfin, sur les petits déplacements, on sait faire de la batterie, mais pour remonter le marronnier, on ne sait pas faire. C'est une question sur le process. Oui. Parce que quand même, on a dit qu'il va y avoir une production d'eau, mais c'est pas grave. L'eau, c'est grave. Si c'est de l'eau purifiée, il ne faut pas le lâcher dans la nature. Et si c'est de l'eau lourde, il ne faut pas le lâcher dans la nature. Alors, si c'est de l'eau industrielle, non plus. Ah, tout à fait. Alors, j'ai pas parlé de la consommation d'eau. Effectivement, pour faire 1 kg d'hydrogène, il faut à peu près 20 litres d'eau. Cette eau est d'abord déminéralisée, parce qu'il faut absolument une eau extrêmement pure. Donc, on a un rejet d'eau trop minéralisée, déjà, qui est juste minéralisée avec les minéraux classiques. Et donc, on utilise l'eau déminéralisée. Sur un système en boucle comme celui-là, pour ne pas s'embêter à aller déminéraliser de l'eau et de la traiter, le plus simple,
c'est de récupérer de l'eau sortie de la pile à combustible et de l'utiliser pour l'électrolyseur. Donc en fait, l'eau elle est en boucle. Et on en perd un peu, et bien évidemment, il faut compléter. Sur un véhicule, l'eau est rejetée à l'échappement. Donc on a de la vapeur d'eau à l'échappement. Et c'est de l'eau pure, il n'y a a priori pas d'autre chose dedans, quoi. Je ne suis pas allé respirer la pile à combustible, mais apparemment, il n'y a pas de problème de pollution, et c'est justement considéré dans tout ce qui est véhicules propres. On commence à avoir un peu partout dans le monde des villes qui sont trop polluées, sur lesquelles on crée des zones à faible émission, des zones sur lesquelles on interdit certains véhicules. Sur les véhicules propres, c'est soit hydrogène, soit batterie. Il n'y a rien d'autre qui est considéré comme propre. Même un bus au biogaz n'est pas considéré comme propre parce qu'il y a quand même des émissions à l'échappement. Donc c'est considéré comme étant des véhicules zéro émission à l'échappement. Et de gaz à effet de serre et de polluants. Après, je ne suis pas allé vérifier les tout derniers tests précis, etc. Vincent de Barmont, j'ai une question sur d'autres types de production d'hydrogène dans le sol, avec les trois techniques. Alors on l'appelle blanc, bleu et orange. Donc c'est soit de l'injection d'eau, soit de l'injection de dioxyde de carbone, soit c'est simplement la récupération de poches d'hydrogène qui existe à Lac, par exemple, pour bien en trouver. Alors, j'ai oublié d'évoquer ce sujet où effectivement, c'est l'hydrogène naturel. Alors, je ne connais pas des technologies qui consisteraient à aller injecter de l'eau en plus. Enfin, il pourrait consister à injecter de l'eau ou des choses pour avoir des réactions chimiques. Donc on a dans certains sols, on ne sait pas trop comment, mais on ne sait pas toujours comment, hein. Mais il y a de l'hydrogène, on constate qu'il y a de l'hydrogène naturel qui sortirait du sol, dans certains endroits. Les deux explications de production que j'ai pu lire, la première c'est qu'il y a des réactions chimiques entre de l'eau et des minerais ou des choses comme ça, par exemple du fer qui s'oxyde avec de l'eau, et en fait ça libère du coup de l'hydrogène. Du fer ou des minerais ou je sais pas quoi. Donc il y a des réactions chimiques profondément dans le sol qui libéraient de l'hydrogène qui sortirait par des failles. La deuxième cause possible moins sûre, ce serait des réactions nucléaires, donc dans des endroits où il y a des matériaux radioactifs qui créeraient des réactions qui viendraient casser aussi peut-être des molécules d'eau et libérer de l'hydrogène. La question se pose, alors certains disent qu'effectivement il y aurait largement de quoi couvrir les besoins d'hydrogène mondiaux avec cet hydrogène naturel. Personne n'a véritablement pas une vraie bonne connaissance des gisements et on ne sait pas encore vraiment comment les capter. Mais il y a effectivement un enjeu de recherche, un enjeu aussi de savoir comment aller capter cet hydrogène naturel. Il y en aurait en France, a priori je n'ai pas compris qu'il pourrait y en avoir en Guyane. Il pourrait y en avoir en Nouvelle-Calédonie, a-t-on dit. Donc voilà, c'est aussi un sujet. Mais comme on a du CO2 qui sort du sol aussi, voilà, donc et il faut aller le capter, peut-être comme on va capter les bulles chez Didier, par exemple, pour remettre du gaz dans l'eau. Je ne sais pas. C'est pas bien connu encore, hein, mais c'est pas pour autant qu'il faut le négliger. On va avoir ici la dernière question. Bonsoir, merci pour l'exposé, même si c'était assez, par certains côtés assez ardu quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles quand même. Il y a deux aspects que j'aimerais, si c'est possible d'avoir des précisions. D'une part, est-ce qu'il y a eu de calculer un ratio emploi locaux et entre guillemets mégawatts exprimés, comme on a pu le faire dans la biomasse ou dans d'autres modes d'énergie renouvelable. Donc, est-ce que ça a été fait et où est-ce que ça peut être envisagé pour savoir concrètement combien il pourrait y avoir d'emplois localement? Et deuxièmement, est-ce que l'ADEME a déjà calculé à moyen ou à long terme, dans le mix énergétique, par exemple, de la Guyane, quel pourcentage pourrait être représenté par ce type d'énergie? Là, c'est peut-être à long terme. Alors,
Pour la première question, non, on l'a pas calculé. On l'a effectivement calculé il y a quelques années sur les autres, sur beaucoup d'autres sources d'énergie. Là, on est sur un vecteur énergétique, hein, donc, mais bien sûr, il y a un contenu d'emploi local et un contenu pas d'emploi local. Ça peut dépendre du type de projet, de la capacité à les doter de techniciens, etc. Là, il faut peut-être attendre que les projets soient un peu concrets pour pouvoir les observer et identifier les choses. Bien sûr, le projet CEOG a identifié un certain nombre d'emplois locaux, le projet Iguane aussi, mais j'ai pas fait les ratios. Surtout que le projet CEOG, il est particulier, c'est-à-dire qu'on est suréquipé en électrolyseurs, les électrolyseurs sont très peu employés parce qu'ils sont employés, on produit 55 MW, 10 MW vont partir sur le réseau, 10 vont charger la batterie, c'est ce qui reste qui va faire de l'hydrogène, donc les électrolyseurs ne vont pas tourner tout le temps. Donc 16 MW d'électrolyseurs à CEOG, c'est pas 16 MW d'électrolyseurs dans l'hexagone qui vont tourner 24 heures sur 24. Eux, ils tournent plutôt 4 heures sur 24 en moyenne, dans un taux de charge de l'ordre de 20%. Donc, voilà. Mais par contre, on pourrait effectivement identifier ça. On n'est peut-être pas encore assez mûr pour le faire, mais dans un an ou deux, oui, c'est quelque chose à faire. Sur les besoins, le centre spatial, à notre demande d'ailleurs, parce qu'on en a besoin pour justifier les projets, a étudié les besoins qu'il y a sur la mobilité lourde, la mobilité terrestre lourde. Je reste que là-dessus. Et en fait, on se dit que dès qu'on est en dessous de 250 km/h sur un véhicule, on peut le faire avec de la batterie. Au-dessus, on ne sait pas le faire avec de la batterie. C'est là la place de l'hydrogène. Donc, et chez nous, on a ces mouvements pendulaires entre Cayenne et Saint-Laurent ou entre Cayenne et Regina, Saint-Georges, voire Saint-Laurent-Saint-Georges. Enfin, donc on a ces mouvements pendulaires-là, sur lesquels on a quand même pas mal d'allers-retours, et on a identifié une centaine de véhicules lourds jour sur le tronçon Irakubo-Saint-Laurent, donc qui pourraient correspondre à ça, et donc ce serait 10-12% du besoin de la mobilité lourde qui pourrait être utilisé, converti à l'hydrogène. Les besoins estimés à 2030 seraient 1800 tonnes par an, donc là on est à 45 tonnes par an sur le projet Iguane, donc on a un tout petit début de bout, et 3200 tonnes à 2050. Donc, après, tout dépend des hypothèses d'augmentation de la population, d'augmentation du trafic, etc. Ça, je ne sais pas, on commence à rentrer un peu dans l'incertitude. Tout dépend aussi de l'hypothèse d'adhésion, c'est-à-dire de l'adhésion des clients, parce que pour le moment, l'hydrogène est quand même plus cher que le gazole. L'hydrogène, la mobilité. Donc, il va falloir trouver des clients motivés, ou prêts à y aller, ou petit à petit, que la parité gazole, le gazole qui monte, l'hydrogène qui baisse, deviennent compétitifs, ou alors qu'il y ait des normes qui disent on arrête les moteurs thermiques. On arrête les moteurs thermiques en 2035 sur les voitures, mais pas du tout sur la mobilité lourde. Il n'y a aucune annonce, aucune visibilité sur la mobilité lourde. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est on a le gisement, on a l'idée du gisement, on n'a pas du tout l'idée de la part du gisement qu'on arrivera à capter. C'est vrai. Ah, c'était la dernière question. Il y a une question supplémentaire, mais je ne sais plus si on y a le droit. Peut-être en parlant très fort, on va se faire virer. Vous aurez le temps d'avoir des échanges informels, le temps qu'on reveuille, il y a un autre événement ensuite. Oui, c'est ça. Bon, on pourra échanger, pas de problème. Je vais soulever un petit débat. Oui. Parce que quand on parle de mobilité lourde, un débat politique international, on va sur tout ce qui est automobile, mais on évite vraiment de venir tout ce qui est navire marchand. Et on sait que les gros tankers, les 10 plus gros tankers marchands, polluent autant qu'en carbonisation que la plupart des véhicules. Donc c'est vrai que ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques et parfois ça fait réfléchir. On veut avancer vers quelque chose, on parle de décarbonation, mais ça ressemble souvent parfois à du marketing, alors qu'on sait bien que le carbone dégagé pour l'atmosphère, ça se trouve dans les processus maritimes. Alors merci. Je vais juste vous rassurer pour dire que il y a des exigences qui sont demandées maintenant au transport maritime de décarbonation progressive et donc ils regardent à utiliser des composants issus d'hydrogène et notamment l'ammoniac et qui posent quand même des problèmes de sécurité sur l'ammoniac. C'est un gaz un peu corrosif, etc. Donc un liquide. Mais donc voilà, mais il y a des solutions et de décarbonation, notamment à travers l'hydrogène, de l'aviation aussi, qui sont regardées, mais qui sont plus regardées sur des gros territoires, sur des grosses productions industrielles.
Merci beaucoup, Pierre. Merci. Bon, c'est un sujet parfaitement intéressant. Ça veut dire que on reprogramme de nouvelles sessions, peut-être dans une autre partie du territoire, dans un autre lieu. Les synergies renouvelables, c'est un sujet important. Qui dit énergie renouvelable, qui dit développement endogène d'un territoire. Donc on comprend bien votre intérêt. On a encore la place pour en discuter de façon ouverte. Espérons vous revoir très bientôt. Et prochain Café des Sciences, je laisse Florence nous présenter le programme de la canopée professionnelle. Merci encore pour votre attention. Si jamais vous avez d'autres questions, c'est notamment un monsieur qui a pas pu poser sa question, vous pouvez la poser sur l'événement, sur la page YouTube de l'événement et on transmettra bien sûr à monsieur Oui, enfin, évidemment, mais s'il y a des frustrations, on va éviter quand même. Et alors maintenant, la petite page d'actualité. Je voulais vous dire qu'il y a encore une dizaine de jours, exactement jusqu'au 15 juillet, pour les porteurs de projets qui souhaiteraient participer à la fête de la science. Cette année, c'est la thématique du sport et des sciences. Donc n'hésitez pas à vous manifester. On a pour ça un document à remplir sur notre site internet. Et évidemment, si vous avez un projet, vous pouvez avoir une aide financière pour le réaliser lors de la fête. Et la deuxième information, c'est qu'au mois de septembre, il y aura donc un café des sciences sur l'atlas de biodiversité communale de Rémy-Angely avec l'association GEPOD. Voilà, ça sera le 21 septembre. Merci beaucoup et bonne soirée.